Alexis, tu as généré plus de 80 millions d'euros en 4 ans. Comment tu fais pour garder ce côté culture de performance? Kick-off tous les matins, 6h du mat. Du lundi au lundi. Noël, tout ça, j'en ai rien à... Et quand elle venait pas, tu sautes. Je te vire. Quand tu prends des gars tous les jours, à 6h du mat, ils sont prêts à mourir pour toi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont ultra mauvais en vente. Pourquoi selon toi? On est dans une culture où gagner trop d'argent, c'est pas top. Il faut aller sur LinkedIn, dire qu'on galère et qu'on roule en scénique. Ouais, justement, si tu devais reprogrammer le cerveau des entrepreneurs qui aiment pas trop la vente, tout ça, tu commencerais par quoi? Je commencerais à leur dire que c'est parce que l'empathie, c'est être capable de ressentir ce que la personne ressent en face. Et quand la personne te dit « je dois y réfléchir », c'est pas qu'elle doit réfléchir, c'est qu'elle a peur de passer à l'action. Ouais, tu veux l'aider à transformer sa vie. Et par rapport à ça, justement, est-ce que tu as une structure, entre guillemets, parfaite pour un appel de vente qui convertit? Ce qui est important, c'est un cadrage d'appel. Dans la mesure où tu as d'un côté, de l'autre côté, t'as fini 80% de ton appel. Dans le royaume du closing, Alexis Mouly n'a pas hérité du trône. Il l'a conquis. En 4 ans, il a généré près de 100 millions d'euros. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin. Né bègue et fauché, Alexis Mouly a trouvé dans la vente bien plus qu'un métier, une libération. Parti timide aux États-Unis, il en est revenu leader inspirant, formé par Tony Robbins, Grant Cardone et Gary Vee, avec des résultats spectaculaires. Alors il fonde Closers pour transmettre la compétence qui a changé sa vie, la vente. Résultat, une équipe de 1300 sales formés, des dizaines de millions d'euros générés pour des entreprises d'exception chaque année, des leaders du marché qui multiplient leur chiffre d'affaires par 2, 4, parfois 10. Closers est devenu un écosystème d'élite. Autour d'Alexis, un mouvement est né. Plus de 50 000 abonnés suivent sa vision ambitieuse, créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Alexis Mouly dévoile les secrets de la vente et de la persuasion. Ceux qui peuvent transformer votre business en empire. Donc Alexis, toi, tu as généré plus de 80 millions d'euros en 4 ans. On adore, avec une seule compétence. Comment tu décrirais aujourd'hui ce que tu fais, ta mission, ta vision? Alors c'est vrai que on doit s'approcher gentiment de la centaine de millions d'euros générés. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ça impressionne plus personne à l'époque à laquelle on vit. Et quand les gens du milieu savent un peu les chiffres qui ont été réalisés sur les gros challenges du début d'année 2025, effectivement, c'est plus si impressionnant que ça. Mais je vais t'expliquer comment est-ce que moi je vois les choses. La compétence de la vente, c'est une compétence qui change des vies, qui a changé la mienne, qui change des centaines et des centaines de vies chaque année en France. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, en fait, pour être très honnête, on fait pas ces chiffres-là parce qu'on est les meilleurs du monde, mais juste parce qu'on show up. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la personne moyenne qui vend en France à un niveau catastrophique, Complètement. et tous les entrepreneurs qui nous regarderont, les personnes qui font un petit peu d'argent, qui ont des équipes de vente, qui font quelques centaines de milliers d'euros par mois et tout, le savent. Vos vendeurs ne font pas assez de follow-up, vos vendeurs ne savent pas contrer d'objections, vos vendeurs ne viennent pas aux réunions de coaching, vos vendeurs sont motivés une semaine, puis pètent un câble la semaine d'après, vous devez faire du turn. Enfin, c'est une galère sans nom. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est juste créer un système dans lequel on est 20, 25, peut-être 30% de plus professionnels que le reste du marché. Et en fait, en faisant ça, on est très loin devant par snowball effect. Donc, je dirais ni plus ni moins que c'est grâce à ce système et cette vision qu'on arrive à avoir ces résultats. Et aujourd'hui, effectivement, les gens sont en train de le voir, les entrepreneurs le ressentent. La vente, dans la mesure où tu as un produit à étiquette, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est un outil exceptionnel qui te permet d'acheter du taux de conversion et de te remplir les poches, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, se rendent compte qu'il faut passer par là et qui, du coup, font l'effort de nous contacter, de passer par des services comme le nôtre et d'essayer de mettre en place des systèmes de vente compétitifs, ce qui est dur à faire, mais ce dans quoi nous, on croit dur comme faire depuis plus de 4 ans et demi, même 5 ans, et qu'on essaye au quotidien de mettre en place, quoi. Ouais, moi j'avais hâte de ce podcast avec toi justement parce que la vente, c'est vraiment quelque chose, c'est un des piliers dans le scale. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont ultra mauvais en vente. Pourquoi selon toi? En fait, ils sont ultra mauvais en vente parce qu'ils n'ont pas besoin d'être bons. C'est ça la réalité. Alors évidemment, il y a une réalité culturelle, ok, éducationnelle même, sociétale, j'ai presque envie de dire. Les francophones et d'autant plus les Français, on n'a pas été fait pour vendre. On n'a pas été fait pour vendre. On a peur de l'argent c'est tabou, on a peur des vendeurs, les vendeurs sont des menteurs, des escrocs. On a peur de raconter des histoires. D'ailleurs, c'est assez drôle. En français, dire celui-ci raconte des histoires, donc storytelling, littéral, ça signifie que c'est un menteur. Quand on dit de quelqu'un qui raconte des histoires, ça signifie qu'il est en train de mentir. Donc, déjà, culturellement, c'est relou. On va des stops. Mais top of that, si on va plus dans la partie technique, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, il y a tellement d'argent
Le marché est encore tellement neuf qu'il y a même pas besoin de vendre pour faire de l'argent. Je te le dis, il y a eu, en ce début d'année, sans citer de nom, des challenges qui se sont finis à plusieurs dizaines de millions d'euros de résultats. En l'espace de quelques semaines, hein, des challenges qui en 20 jours, avec 1 million de spend en ads, ont fait 20 millions de résultats. Il y a eu des challenges de ce niveau-là, là, en début de l'année 2025 sur le marché français, avec des vendeurs pas très bons. Mais en fait, on est sur un marché où, comparativement avec les Américains qui ont pas peur d'aller spend 1M, 2M, 3M dès le début parce que bon, bah, ils sont là, ils testent, ils envoient et puis ils voient ce qui se passe. Ouais, Nous, complètement, quand ouais. on a un mec qui spend 1M sur le marché sur un challenge de 5, 6, enfin de quelques jours pour éviter que vous déduisiez les noms des personnes en question, et ben en fait, il y a tellement de pression acheteuse que t'as pas besoin de vendre. Ce ne sont pas des vendeurs, ce sont des caissiers. C'est ça la réalité des choses. Ce sont des personnes qui attendent sagement, qui prennent un appel. Il y a un mec en face qui a 20 000 euros de budget, la carte bancaire entre les dents. Et en gros, ce qu'il doit faire, c'est faire un semblant de découverte qui ne sert à rien parce que faut comprendre qu'à la base de l'histoire, une phase découverte a été mise dans un appel de vente pour récupérer des infos, pour contrer des objections, pour faire une présentation de l'offre qui est cohérente. Et ils sont déjà vendus sur l'offre, ils n'ont pas d'objection, ils ont la CB entre les dents. Donc en fait, les mecs sont des caissiers et non pas des vendeurs. Donc la réalité, c'est que pour le top du marché, ce ne sont pas des vendeurs parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir vendre. Alors, s'ils savaient vendre, ils feraient beaucoup plus d'argent, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Tu me suis? Du coup, ils se Mmh. rendent pas compte de ce qu'ils Ouais. ratent. Et du coup, ils sont dans leur boucle à eux et ils font ce qu'ils font et ils se disent OK, ça fonctionne bien, sans se rendre compte qu'ils ont sans doute 30, 40, 50% de plus à aller chercher en chiffre d'affaires, dans la mesure où ils feraient les choses dans le bon sens. Et pour le bottom du marché, eux, ils savent pas vendre, ils bouffent des pâtes et ils sont en paix avec ça. Alors ça, par contre, j'ai du mal à comprendre. Mais effectivement, on est aussi dans une culture où gagner trop d'argent, c'est pas top. Tu vois, faut aller sur LinkedIn, dire qu'on galère et qu'on roule en scénic et qu'on bouffe des pâtes, sinon tu te fais jeter des tomates à la tronche. C'est un peu ça, hein. Alors je caricature évidemment, je tire le trait, mais en J'adore. vrai, le marché français, ça ressemble un peu à ça, tu vois? Ouais, ouais, complètement. Et j'ai l'impression que ça crée même du coup une culture dans laquelle les solopreneurs qui font, de la, ça me fait rire parce que, ouais, beaucoup de gens qui me contactent comme ça, mais tu sais, les petites personnes sur LinkedIn qui sont dans la thérapie, peu importe le volet de thérapie et qui galèrent à trouver leurs 4-5 clients par mois. Il y en a probablement des dizaines de milliers en France. Ces gens-là, ils sont vraiment mauvais en vente by design, mais tu as l'impression que comme ils ont galéré toute leur vie, ils sont OK de continuer à galérer et en plus, il y a toujours un truc qui est drôle, alors on pourra en parler parce que c'est vraiment l'un des sujets qui me passionne le plus, mais ce truc-là de: «Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de pousser les gens, j'ai pas envie de mettre de la pression». Enfin Ouais. bref, des conneries sans nom, quoi. Ouais, justement, si tu devais reprogrammer le cerveau des entrepreneurs justement qui ont peur de vendre, qui aiment pas trop la vente, tout ça, tu commencerais par quoi? Ouais, c'est une super bonne question. Bah, je commencerai à leur dire que c'est des putains d'égoïstes de merde Ouais, OK. et la raison, elle est simple. Donc moi, tous les jours, je fais encore des coachings, je consulte des boîtes, je consulte des équipes de vente et tout et donc je me retrouve comme ça, là, comme avec toi, face à des vendeurs et je leur dis: «Shoot me your objection». Vas-y, balance-moi ton objection et moi, je la traite. Donc je pourrais, tu vois, me cacher derrière, mes équipes, mes managers, nin nin et non, je suis là, moi, je suis un mec, j'aime me battre, je me fous sur le terrain, devant tout le monde. Parce qu'en fait, il y a rien de mieux, tu vois, quand tu consultes une équipe de vente où il y a 50 personnes que tu connais pas, tu dois montrer que tu es un nouveau leader du jour au lendemain. Si tu commences à venir à dire: «Voilà, je vous mets votre manager, voici votre script de vente, débrouillez-vous de votre côté», les gens ne te prennent pas au sérieux. Par contre, moi, je dis: «Je viens, j'ai 1 heure, essayez de me montrer que vous êtes meilleur que moi». Au bout d'1 heure, les mecs, ils partent en pleurant pour la plupart et donc ils comprennent qu'ils vont devoir m'écouter, qu'ils vont devoir exactement me faire confiance sur le process que je mets en place et en fait, souvent, ce qui se passe, donc je contre une objection et le gars, à la fin, il me dit: «Ah ouais, non, mais toi, tu vas trop loin, moi, tu sais, je suis empathique. Quand les gens, ils me disent: "Je dois y réfléchir", bah, je les laisse réfléchir parce que je comprends qu'ils doivent, y Mmh. réfléchir». Ouais, ouais. Et moi, donc tu vois, j'ai un immense sourire, réflexe qui s'affiche sur mon visage et je leur dis: «OK, je vais te dire un truc qui est simple. Une personne qui te dit: "Je dois y réfléchir" et à qui toi tu laisses 48 heures pour réfléchir, statistiquement sur, le mass market français, B2C, tu as 5 de chances qu'elle te rappelle. 5 de chance. Mais c'est normal, l'esprit humain joue contre toi. Si c'était pas le cas, quand tu aurais à décider entre bouffer un pot de Nutella ou bouffer une feuille de salade, ton cerveau te dirait de manger la feuille de salade. Guess what? On est drivé par de la dopamine, de l'excytocine et tout le bordel. Donc, quand on voit un pot de Nutella, on a envie de bouffer le pot de Nutella, même si on le sait, c'est pas la bonne décision pour nous. Donc, comment est-ce que tu peux estimer qu'un prospect va prendre la bonne décision seul sur le fait de changer sa vie, de prendre une décision difficile, quand tu te rends compte qu'il est même pas capable de savoir s'il va bouffer du Nutella ou une feuille de salade? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, ce que je leur dis, c'est, en fait,
Si vous laissez les gens réfléchir de leur côté, ça signifie que vous n'avez pas le courage d'aller assez loin dans la confrontation, dans la friction, pour essayer de discuter avec eux du fait de mec, si tu fais encore cette même erreur de regarder tout seul de ton côté avant de prendre une décision, la vérité, c'est qu'on va se retrouver dans 6 mois sur le même appel, tu n'auras pas changé d'un centimètre. Et je leur dis, quand tu es là-dedans, là, tu es empathique. Parce que l'empathie, c'est être capable de ressentir ce que la personne ressent en face. Mais quand la personne te dit je dois y réfléchir, c'est pas qu'elle doit y réfléchir, c'est qu'elle a peur de passer à l'action. Donc moi, je ne ressens pas je dois y réfléchir, je réponds, je ressens mec, j'ai peur de passer à l'action, aide-moi à le faire parce que je suis en détresse. Et du coup, je n'abandonne personne. C'est ça que je commencerai à dire. Passionnant. Faisons un roleplay, justement. Imaginons, là, on est en call, et là, je te dis, ouais, faut que j'y réfléchisse. Tu me réponds quoi? Super intéressant, merci beaucoup Amandine. D'ailleurs, je vais te dire un truc, la plupart des gens que j'ai au téléphone me disent ça et finissent par passer à l'action avec moi. Donc tu fais peut-être partie des gens avec qui on va travailler, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, j'aimerais comprendre. Tu sais, il y a personne qui rentre chez lui, qui se met en tailleur, qui se met comme ça, qui dit ah je dois penser, je dois réfléchir. J'aimerais comprendre, toi, quelle est la chose la plus importante sur laquelle tu as besoin de réfléchir. Ok, donc là, on joue un roleplay. Si je me mettais à la place de quelqu'un qui veut Whatever. acheter Whatever. un accompagnement, ouais, il faut que je regarde si j'ai les finances. Ok. Ultra intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là? Avoir les finances, c'est-à-dire? Il faut que je fasse mes petits calculs pour que je regarde si j'ai le budget. Ok. Dans la mesure où aujourd'hui on supprimerait le budget, où l'accompagnement serait free, est-ce que toi tu serais motivé à 10 sur 10 à l'idée de passer à l'action et de commencer avec nous? Ouais, je suis motivée, ouais. Ok. Juste ce que j'essaie de clarifier ici, c'est est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que vraiment il y a un sujet pour toi de ne pas avoir l'argent entièrement? Ou est-ce qu'il y a un sujet de valeur? Ouais, j'ai peur de pas avoir le temps. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas, j'ai peur que ça me prenne trop de temps, en fait, cet accompagnement. J'ai les enfants, les trucs, tout ça. Ok. J'aimerais juste revenir à un point de base sur lequel on a discuté, Amandine, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Bah, d'avancer sur mon projet. Ok, ultra intéressant. Et aujourd'hui, quand tu fais la balance, quand tu fais l'arbitrage de ton côté, entre prendre ce risque aujourd'hui de prendre un peu plus le temps et de t'offrir une chance d'atteindre cette vie que tu m'as décrite pendant une quinzaine de minutes, ou alors le fait de te dire non, je ne le fais pas parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps, qu'est-ce qui te permettrait de t'approcher le plus rapidement de la personne que tu as envie de devenir? Bah, clairement, mettre le temps au bon endroit. Ouais. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action dans ce cas-là? Faut que j'en parle à mon mari. Waouh, ultra intéressant. J'aimerais juste te poser une question qui est importante pour moi. Dans l'appel qu'on a eu, quand je t'ai demandé est-ce que c'était un projet que tu faisais seul et à quel point c'était important pour toi, tu m'as dit que oui, c'était le cas et que c'était vraiment important pour toi. Qu'est-ce qui fait que maintenant, 20 minutes plus tard, tu es en train de me dire que tu as besoin d'en parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur les 20 dernières minutes, Amandine? J'adore. J'adore. Ouais, c'est lui qui finance, en fait. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, du coup, de son côté? Enfin, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est si toi, là, aujourd'hui, tu arrêtes cet appel et tu vas lui en parler, dans ta vision du monde, qu'est-ce qu'il va te dire? Bah, il me soutient, mais il trouve quand même que c'est un gros budget. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que si j'ai les résultats, c'est un bon investissement. Ok. Et à quel point, toi, de ton côté, tu as la certitude de pouvoir te mettre assez au travail et faire assez d'efforts pour avoir les résultats? Ouais, moi, je suis sûre, je suis à fond. Ok, donc du coup, j'ai une question. Dans la mesure où tu vas le voir et il te dit non, c'est mort, tu peux pas investir là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Faudrait que j'essaye de trouver une solution. Ok. Et dans la mesure où il te dit oui, vas-y, ma chérie, j'ai confiance en toi, passe à l'action, qu'est-ce que tu feras? Bah, go, hein. Ok. Dans cette mesure, qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action maintenant, aujourd'hui, tout de suite, et qu'on lui montre par les résultats que c'était une bonne décision? Franchement, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu as fait parce que la première objection, donc il y a eu 3 objections qui sont les objections principales que moi je reçois tout le temps et que mes clients reçoivent tout le temps aussi. La première, tu l'as isolée. Donc c'est vraiment, tu l'as pris, t'as pas répondu direct, tu l'as isolée, tu l'as mis sur le côté, tu m'as posé une deuxième question en mode, bah, est-ce qu'il y a autre chose, en gros, qui te ferait hésiter à rejoindre l'accompagnement? Et après, tu les as démontées une à une en reprenant des choses qu'on avait dit pendant l'appel. Donc, tu as repris des bouts de puzzle pendant l'appel et tu m'as rappelé, en fait, pourquoi j'étais là, ce que j'avais dit, ce que j'avais envie de construire dans ma vie et le temps, en fait, que j'avais à disposition. Et tu m'as rappelé, en fait, exactement pourquoi est-ce que je devais passer à l'action maintenant. Ouais, trop bien. Et on pourrait continuer pendant 5 heures, et pendant 5 heures, tu verras que tu n'arriveras pas à passer. Parce que, bah, évidemment, c'est mon job, je l'ai fait des dizaines de milliers de fois, et que c'est mon travail de continuer à faire monter en compétence des vendeurs tous les jours. Et la vérité, c'est que là, ce que j'ai fait, c'est pas si compliqué. Enfin, des fois, je fais des roleplays avec des sales où ils me lâchent pas, tu vois, et ils en arrivent à un moment où ils disent non, mais écoute, là, vraiment, j'ai l'impression que tu mets trop la pression, j'ai plus envie de passer à l'action. Et même de ce genre de situation, je sais m'en sortir. Donc, tout ça pour dire que, ne serait-ce que ce que là, je viens de faire, qui est pas très compliqué, j'ai utilisé quoi, peut-être 5, 6, ça a peut-être une dizaine de phrases différentes. Ces 10 phrases-là, il y a moins de 20% du marché qui réussit à les utiliser. C'est ça, la vérité. Ouais, C'est mais que, c'est parce que en fait, tu lâches pas la personne. Tandis que les gens, généralement, ils lâchent. Ouais. et tu vois, on en revient au sujet d'empathie. Moi, je pense que quand tu lâches, c'est juste que tu as peur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre des décisions à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros, c'est pas facile pour personne.
En plus, en fonction du niveau, tu vois, on a tous commencé avec pas forcément beaucoup d'argent. Quand tu mets tes premiers 2000 euros sur une table pour te former, tu as l'impression de te faire arracher le bras. Mais en fait, tout le sujet, c'est, je sais que c'est une décision compliquée pour le prospect. Comment est-ce que tu peux penser que cette décision, elle va être prise facilement? Et tu vois, Ouais. les gens ont cette sensation que les prospects devraient prendre des décisions compliquées de manière facile. Non, une décision compliquée, ça a besoin de friction, ça a besoin de confrontation, ça a besoin de ce moment où tu te dis: «Ah putain, allez, vas-y, j'y vais. Allez, stop, c'est bon, j'y vais. Let's go». Et en fait, tout le sujet d'un bon vendeur, c'est d'être là à ce moment, d'être là à ce point de rupture où la personne passe du côté où elle se dit: «OK, maintenant je fais l'effort, j'y vais, j'en ai plein mon cul d'être dans cette situation. C'est maintenant ou jamais que j'y vais». Et c'est à ce moment-là. Et en fait, la vérité, c'est que 99 des vendeurs, ils abandonnent juste avant. Ils abandonnent juste avant ce point de friction qui peut être désagréable, je l'entends, mais qui est le moment où tout va se passer. Mmh. Ouais, et puis tu es en train d'aider l'autre à passer à l'action pour qu'il bouge son cul de son canapé et qu'il construise la vie de ses rêves. C'est là où il y a la vente qui est éthique. Absolument, dans le mille. Et là, tu vois, enfin, c'est même des sujets de quasi philosophiques. Nous, maintenant, bon, quand on fait des villas avec nos vendeurs et tout, c'est toujours des sujets philosophiques qui reviennent sur la table, mais c'est en fait, à quel point je dois dire la vérité pour faire passer les gens à l'action? C'est à débattre. En fait, c'est un peu la même phrase de une maman a besoin absolument d'emmener sa fille chez le dentiste et sa fille, elle déteste le dentiste. C'est-à-dire qu'elle, quand elle entend le mot dentiste, elle se fout sur le lit, elle hurle, elle tire la couette, c'est carnage. Bah, la maman qui dit à sa fille: «On va à Disney» et qui l'emmène chez le dentiste, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise mère? Il y a débat. Ouais, ouais, complètement, il y a débat, ouais. C'est tricky as fuck, tu vois? Et de la même manière, un vendeur qui va lui vendre ce qu'il veut, mais lui délivrer ce dont il a besoin, est-ce que c'est un bon ou un mauvais vendeur? Il y a débat, c'est pareil. Moi, j'estime que dans la mesure où tu fais les choses avec le cœur, parce que tu aimes les gens, parce que tu veux les aider, parce que tu veux sincèrement leur apporter du résultat. Je sais que là, je sonne cheesy à mort, je sonne mère-teresa.com, et cetera. Mais je vous emmerde, c'est comme ça que ça fonctionne. La vérité, c'est que les meilleurs vendeurs sont les gens qui aiment les autres. Si tu aimes une personne, si tu es capable de vraiment comprendre qui elle est, ce qu'elle veut, tu es vraiment là pour l'aider sincèrement, c'est là où ça fonctionne. C'est là où il y a du résultat. Ouais, tu veux l'aider à transformer sa vie. Et par rapport à ça, justement, est-ce que tu as un peu une structure, entre guillemets, parfaite pour un appel de vente qui convertit, justement? Parce que les objections, quand elles ressortent, c'est parce qu'elles n'ont pas soit été traitées en avance, ou soit les questions que tu poses en avance, la structure de ton appel va te permettre, comme tu l'as fait, de reprendre des bouts de ce que j'ai dit pour pouvoir démonter les objections, justement. Donc, est-ce que tu as un peu une structure? Alors des structures, on en a, évidemment, des millions. Alors si vous voulez du contenu plus spécifique, j'ai même mon YouTube, alors c'est pas de la pub, mais allez checker, j'ai fait une vidéo script complète qui dure 1 heure où je détaille toutes les étapes. Pour autant, je vais essayer de en gros, si vraiment on essaye de vulgariser au max du max du max, de garder uniquement l'essentiel. Ce qui est important, c'est un cadrage d'appel. En fait, c'est juste engager la personne sur ce qui va se passer entre nous aujourd'hui. Qui peut ressembler à quelque chose comme: «X, écoute, mon objectif aujourd'hui, c'est de bla 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 bla, puis mon intention derrière, c'est de bla 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 bla». OK, est-ce que ça fait sens pour toi? Dans la mesure où vous capturez un oui ici, vous avez une personne qui s'est engagée sur ce qui vient de se passer. Ce qui est trop important là-dessus, pourquoi est-ce qu'on le fait stratégiquement? Parce que quand derrière, dans la mesure où une personne va sortir de la fenêtre d'achat, vous posez une question qui a rien à voir, raconter sa vie pendant 10 minutes alors qu'on n'a rien à foutre, ce genre de truc, vous allez juste avoir à dire: «Écoute X, comme je te l'ai dit au début, ce qui est important pour moi, c'est de bla 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 bla. Est-ce que c'est OK pour toi si on recentre l'appel?» Bam. Ouais, mais c'est important, tu demandes toujours le consentement. Moi, je fais exactement la même chose en appel de vente. Absolument, Ouais, parce c'est que important, ça, cette bien partie-là. sûr. Et en fait, pour aller même plus loin, si vous voulez, en fait, il y a un truc qui est drôle à faire, c'est donc vous prenez Influence et manipulation, qui est un bouquin que bon, je pense que tout le monde connaît. Il y a 6 principes dedans. Un bon script a les 6 principes. Je vous parle pas de alors nous, oui, on fait, de l'infoprenariat, on accompagne beaucoup d'infopreneurs, mais je consulte aussi des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions par an, qui sont des grands groupes et tout. Je gère leur sales team de la même manière, de la même putain de manière. Je prends un script de vente, je regarde s'il y a les 6 principes d'influence et manipulation. Basta. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, les humains, même, des humains qui ont 10 millions en banque ou 5 millions en banque ou, 50 000 ou 500 € en banque, fonctionnent psychologiquement de la même manière. Il y a pas le cerveau qui est complètement modifié, tu vois? Les réflexes reptiliens sont les mêmes pour tous les humains. Donc, un cadrage qui permet de recadrer dans la mesure où ça vrille. Ensuite, une phase découverte. La phase découverte, de manière historique, elle est découpée en 2 parties. Elle est découpée avec une partie douleur et une partie, paradis. J'ai du mal à traduire les mots en anglais, mais disons douleur et paradis. Quelle est l'idée là-dedans?
Ça, à chaque fois, c'est mal compris. Mais en fait, l'idée, c'est simplement de dessiner la partie douleur qui est en réalité la situation actuelle de la personne. Si la personne a vu ta publicité, a vu ton contenu, a cliqué sur un lien, a regardé un webinaire, une VSL, un challenge, une vidéo explicative, tu es venu en call avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à venir. Tout le sujet de cette phase douleur, trigger point, c'est de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à venir avec toi en appel. Basta. Phase 1. Tu peux l'appeler douleur, point bloquant, trigger point, tu appelles ça comme tu veux. Mais c'est qu'est-ce qui fait que tu sois là aujourd'hui, ma poule? On a envie de savoir ça. Situation A, situation actuelle. Puis ensuite, on va transitionner sur la situation B. Autrement dit, dans la mesure où tu te projettes et où tout se passe bien pour toi, à quoi ressemblerait ta vie? Dans la situation idéale. Baguette magique, bam, qu'est-ce que tu mettrais dans ta vie? Et là, en fait, tout le sujet, c'est de trouver la relation entre la situation actuelle et la situation désirée. En fait, pour le dire encore plus clairement, qu'est-ce que tu modifierais par rapport à ta situation actuelle et par quoi est-ce que tu le remplacerais dans ta situation désirée? Bam, that's it. Dans la mesure où tu as ça, où tu as d'un côté des douleurs, de l'autre côté des objectifs qui sont en relation avec ces douleurs, tu as fini 80% de ton appel. Bam. Ensuite, il nous reste la phase présentation de l'offre. Alors nous, historiquement, on met une phase qu'on appelle le cadrage pré-off en français. Et le cadrage pré-off, c'est juste un système qui te permet de placer tes pions de la bonne manière dans la mesure où tu as des objections du style « je dois y réfléchir » qui vont arriver. Dans le cadrage pré-off, ça va ressembler à un truc du style « écoute X, moi dans mon accompagnement, ce que je me rends compte, c'est que les personnes qui fonctionnent le mieux sont des personnes qui savent entreprendre. » Pour moi, un entrepreneur, je le qualifie avec deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'il sait prendre des risques mesurés, mais il sait prendre des risques. Et la seconde, c'est qu'il sait prendre des décisions rapidement. Moi, ce que je vais du coup te demander, X, c'est qu'on prenne une décision à la fin de cet appel. Tu pourras me dire oui, j'ai envie de passer à l'action avec toi et on le fera ensemble, ou non, je préfère continuer de mon côté. Par contre, je veux qu'on passe à l'action ensemble. En fait, je suis en train de le conditionner à s'engager et dans la mesure où il va me dire, alors j'aurais pu le faire avec toi, mais je l'ai pas fait, j'ai voulu jouer un petit peu, mais en fait, dans la mesure où quelqu'un me dit je dois y réfléchir, la question que je pose, c'est écoute, j'entends, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit il y a 5 minutes en arrière que tu étais prêt à prendre une décision avant la fin de cet appel et que maintenant tu es en train de me dire que tu as besoin d'y réfléchir? Sur quoi tu as changé Ouais, d'avis? c'est ça. Tu reprends les bouts d'avant et tu les utilises dans les objections. Ouais, Et donc, en complètement. fait, tout le sujet là où tu as commencé, enfin, où je connais pas, je sais pas ce que tu fais en vente ou pas, mais en gros, moi, quand c'est vraiment du mass market, je peux presque m'arrêter là en disant maintenant, en vulgarisant, vous avez compris les deux objectifs d'une trame d'appel. Les deux objectifs, c'est avoir assez d'informations pour faire une présentation de l'offre qui est cohérente par rapport à ton prospect et mettre assez de pions en avant pour avoir un maximum d'outils pour contrer les objections. C'est les deux objectifs d'une trame d'appel. Et donc ensuite, il te reste juste à faire la présentation de l'offre. C'est l'une des choses qui est les moins bien faites sur le marché français. On a été éduqué à téléshopping avec des mecs qui balancent des listes de caractéristiques produits sans s'arrêter. En fait, les gens sont là pour acheter une transformation, pour acheter une situation idéale, une situation Et désirée qui pas les projette. modules de votre accompagnement, s'il vous plaît, arrêtez devant les Ils en modules, ont quoi. rien à de savoir combien de temps. Mais je sais que je peux pas vous jeter la pierre, ceux qui font ça. Je comprends. Vous dites, mais comment c'est possible? Mais en fait, vous faites pareil. C'est la même chose. Vous achetez émotionnellement et vous rationalisez post-achat. Mais une personne ne va pas acheter parce que tu as 8 modules au lieu de 6. Elle va acheter parce que tu lui dis, voici la douleur que tu m'as partagée. Voici ce qu'il y a dans mon produit. Voici ce que tu voulais atteindre. On va le faire ensemble. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Donc, tu comprends que si tu as bien fait ton appel, tu as simplement à répéter les douleurs de ton prospect, les objectifs de ton prospect, qui sont donc les bénéfices clients, et ajouter quelques caractéristiques produits au mieux, parce qu'il faut quand même un petit peu rationaliser les choses. Mais en fait, c'est très parsemé en réalité. Tout le sujet, c'est de dire, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, j'ai bien entendu là où tu as envie d'aller, on va le faire ensemble. Et si d'un coup la personne, elle hésite vraiment, est-ce que tu as une manière d'augmenter la valeur perçue? Qu'est-ce que tu entends par elle hésite vraiment? Elle hésite, elle a plein d'objections, un peu comme tout à l'heure, comme je t'ai montré, quoi, le côté le mari, le truc, le machin. Et vraiment, est-ce qu'il y a un peu une phrase pour dire, voilà, pour montrer vraiment, parce que c'est souvent quand même une question de valeur perçue où justement on monte les modules, les trucs, les machins. Et comment est-ce que tu fais pour d'un coup augmenter cette valeur où la personne elle se dit ah mais en fait oui c'est exactement ce qu'il me faut. Je vois maintenant la valeur, le retour sur investissement. Ouais, bah, je pose la question. En fait, nous, quand on finit la présentation de l'offre, dans la mesure où on fait des présentations de l'offre qui sont uniquement reliées à ce dont la personne a besoin, vu qu'on reprend ce qu'elle nous a partagé, bah, la question que je vais poser, c'est écoute, X, dis-moi ce que je viens de te partager, à quel point ça répond à tous les challenges que tu rencontres aujourd'hui.
Et en fait, si elle te dit non, tu dis OK, et qu'est-ce qui fait que tu ne l'avais pas partagé dans la phase où on parlait de ta situation actuelle? Donc en fait, dans 99,X% des cas, elle va te dire oui, ça correspond parfaitement à tous les challenges que je t'ai exposés. OK, dans ce cas-là, on passe à l'action. Ouais, ouais, complètement. OK. Et dans la structure de ton appel de vente, donc du coup, à la fin, il y a le close où on reste évidemment avec la personne pour lui envoyer le lien de paiement pendant l'appel et pas après. Parce que sinon, on sait que la personne se démotive et a toutes les objections qui arrivent et on n'est plus là pour y répondre. Ouais, gardez en tête cette image du pot de Nutella ou de la feuille de salade. C'est même pas qu'ils veulent pas le faire, c'est que c'est dur humainement parlant. Et donc, un humain, par définition, c'est un être faible en vrai. Et ouais, à la seconde où il va être abandonné, il va prendre la décision qui est la plus confortable pour lui. Autrement dit, ne pas passer à l'action. Ouais, complètement, complètement. Pour être très simple, si tu veux, il y a un sujet qui est intéressant là-dessus, c'est que nous, quand on va dans des grands groupes et tout pour créer des scripts de vente et consulter sur le département commercial, il y a quand même des VP of Sales, des managers, des COO qu'il faut convaincre mathématiquement. Et en fait, un jour, je l'ai fait. Un jour, j'ai dit: «OK les gars, vous me croyez pas? Ben, bougez pas, je vais vous convaincre mathématiquement». Et donc j'ai fait des calculs d'espérance de gain. Donc en gros, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du jeu et il y a un calcul qui s'appelle l'espérance de gain. L'espérance de gain, ça signifie, si tu joues des parties à l'infini, quel est ton pourcentage de chance de gagner? C'est ça, l'espérance de gain. Et en fait, moi, j'ai réussi à prouver avec un calcul que, en fait, sur le marché, quand une personne te dit: «Je dois y réfléchir», elle te ment dans 90% des cas, 9 fois sur 10. Donc en fait, tu comprends très simplement que être en capacité de te dire: «OK, lui il ment pas, lui il ment pas», c'est une tannée, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Tu pourras peut-être y arriver après 10 ans, mais dans 10 ans, tu auras gagné bien assez d'argent pour plus avoir envie de faire ça, donc en fait, ça sert à rien. OK. Donc c'est trop compliqué à sentir. OK. Donc en fait, tu dois partir du principe soit que tout le monde te ment, soit que personne te ment. L'espérance de gain, c'est si je pars du principe que personne me ment, statistiquement, j'aurai raison 1 fois sur 10, vu qu'il y a 90% de chances qu'ils te mentent. Si tu pars du principe que tout le monde te ment, tu auras raison 9 fois sur 10. Et donc, ce que je dis à mes vendeurs, c'est oui, il y en a qui ne vous mentent pas. Mais statistiquement parlant, vous avez plus à gagner à partir du principe que tout le monde vous ment. Parce que si tu pars du principe que tout le monde te ment, tu vas batailler 10 fois sur 10. Il y en a une qui te mentra pas, qui peut-être du coup, tu vas casser la vente. Ça fait partie du jeu. Même d'ailleurs, tu vas peut-être pas tout le temps la casser si tu arrives à être bon et à être subtil. Par contre, les 9 personnes restantes qui étaient en train de te mentir, elles, tu vas pas les lâcher et tu vas récupérer du close dessus. Donc même statistiquement, j'aurais dit ça, mec, même mathématiquement, vous avez tout intérêt à partir du principe que tout le monde vous ment au téléphone. Point barre. Et ils m'ont dit: «Ouais, t'as raison». Et ça change justement la dynamique de l'appel. Parce que tu parles souvent qu'il faut vendre avec la bonne énergie. Et est-ce que ça aussi, ça implique ce côté énergie, convaincre, ne pas lâcher la personne justement pour l'aider en fait à passer à l'action? Parce que si elle est là, elle a vu ta pub, elle a vu ton contenu, elle est là, c'est parce qu'elle a besoin de toi, elle a besoin de ton accompagnement. Sinon, ça fait pas sens qu'elle soit là. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, l'une des 3 valeurs de ma boîte, c'est energy is key. L'énergie, c'est la clé. Les gens qui sont au téléphone, ils ont besoin d'être inspirés. Moi, si je suis avec toi au téléphone, mais que tu m'inspires pas, j'ai aucune raison de passer à l'action avec toi. Et là, la question que je pose aux gens, c'est comment tu veux pouvoir inspirer les gens si tu n'arrives pas à t'inspirer toi-même? Et c'est en ça que tu dois devenir une meilleure personne. Et en fait, c'est ça tout mon sujet de la vente change des vies et la vente crée des meilleures personnes. Si tu veux réussir à attirer des gens dans ta direction, faut que tu sois attractif. Tu veux être attractif, faut être inspirant. Si tu veux être inspirant, faut travailler sur toi. Et du coup, en fait, devenir un bon vendeur, c'est aussi devenir une meilleure personne en tant que telle. Parce que les gens vont être inspirés par toi. Et donc oui, effectivement, tu peux avoir le meilleur script du monde, les meilleures strats, être le gars le plus skillful du monde. Si tu es sur un call et que tu n'inspires pas la personne, n'attends pas d'elle de passer à l'action avec toi. Est-ce que tu arrives à donner un exemple d'énergie? Genre, est-ce que tu parles de body language? Est-ce que tu parles de ton, de ta voix, de comment tu es sûr de toi? C'est quoi un petit peu l'énergie? De quelqu'un qui a une énergie basse et quelqu'un qui a une bonne énergie? Alors, je vais essayer de donner, parce que ça, souvent, oui, on parle de body language et tout. J'ai l'impression que c'est pas ultra compréhensible pour les personnes. Euh, Moi, je vais dire un truc. Je pense que la chose la plus importante, c'est déjà l'honnêteté intellectuelle. Combien de fois ça vous est arrivé, aux gens ici, je parle aux gens qui nous écoutent, qui ont déjà fait des appels de vente, combien de fois ça vous est arrivé de finir un appel de vente et de vous dire: «Ah putain, j'aurais dû lui dire ça, mais j'ai pas osé lui dire. Ah putain, fait chier, lui, j'aurais dû, j'ai pas dit». Alors que je le sentais au fond de moi. Ben ça, c'est grave. C'est grave pour 2 raisons. Si tu fais ça, tu perds 2 fois. Raison numéro 1, bah déjà, tu ne dis pas
Donc, il y a pas de chance que ça avance. Enfin, littéralement, tu restes stuck dans ta situation, tu passes pas à l'action. Mais en plus, deuxième problème, c'est que tu te désalignes. À chaque fois que tu fais une concession, un compromis sur tes valeurs fondamentales, tu te désalignes. Sauf que ces micro désalignements qui n'ont l'air de rien sur un appel, bon, t'es un peu dégoûté, mais tu bois un café, tu repars. Ça, multiplié par 100, 200, 500, 1000 appels tous les mois, je sais pas combien, ça crée un burn-out ou une personne qui est plus capable de vendre ou une énergie catastrophique d'un gars qui arrivera plus jamais à convertir qui que ce soit sur un appel. Moi, je veux que vous puissiez gagner. Et gagner, c'est avant tout finir son appel en étant fier de soi. Et quand tu as rien abandonné, quand tu es allé au bout des choses, quand tu as tout donné, tu as mis tout ce que tu avais, tu aucune raison de pas être fier de toi. Ça, du coup, c'est le sujet numéro 1. L'honnêteté intellectuelle. Vous manquez tous et toutes d'honnêteté. Quand quelqu'un a une mauvaise énergie, combien de fois vous êtes là sur un appel de vente et vous dites ouais, lui, il a l'énergie, bon, vas-y, mettez là, grand sourire, tu fais comme si tout allait bien. Mais dis-lui là, dis-lui, écoute, X, moi de mon côté, j'aime travailler uniquement avec des gens qui ont de l'énergie. Peut-être que je me trompe. Là, j'ai l'impression que tu n'as pas l'énergie de dingue. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Mais ça y est, tu l'as dit, tu es en paix. Et toi, tu sais que tu veux accompagner que. Et en plus, dans la mesure où tu es solopreneur ou quoi, c'est toi qui vas l'accompagner. Donc, tu vas littéralement passer du temps avec. Avec qui tu as envie de passer du temps? Pose-toi cette question. Être capable de le dire subtilement, parce que là, toi, tu le dis subtilement. Il y a des personnes qui vont le dire d'une manière où en fait, ça va chauffer l'autre et il va y avoir cassure dans la relation. Bien sûr. C'est une phrase que je dis tout le temps, on peut tout dire à n'importe qui, mais pas n'importe comment. Et en fait, dans la mesure où tu le dis avec amour, et c'est là où je reviens sur ce truc-là de pourquoi tu le fais, dans la mesure où tu veux vraiment aider quelqu'un, et où du coup tu le dis avec amour. Parce que tu dis, frérot, c'est pour toi que je te le dis, c'est parce que si tu restes dans cette situation, dans cette énergie-là, tu vas pas y arriver en fait. Je suis là pour essayer de te faire comprendre que si tu veux devenir une personne différente, tu dois arrêter d'agir comme la personne que tu as toujours été. That's it. Et donc, tu vois, si tu fais dans cette énergie positive de putain, je veux que tu changes, je suis là pour t'aider à changer, il n'y a aucune raison que ça soit mal pris. Le deuxième point que j'ai envie de te dire, et j'arrêterai là parce que sinon, évidemment, j'ai une liste longue comme le bras, mais j'estime que c'est 2 points simples que tout le monde peut réussir à comprendre. Le deuxième point, c'est que tu dois kiffer tes appels. C'est tout. Et en fait, tout le monde est réfléchi à l'appel d'après, réfléchi à l'objection qui a pas réussi à contrer juste avant. Non, faut être maintenant tout de suite sur ton appel. Il faut kiffer. Et, si et en fait, réponds à cette question. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour kiffer tes appels de vente? Si tu arrives à kiffer tes appels de vente, parce que tu mets ta vibe, ton énergie, tes blagues, peu importe comment tu fais, tu mets de la musique derrière, je m'en tape, tu fais ce que tu veux. Mais kiffe ton appel de vente. Et que de surcroît, tu es honnête avec les gens et tu dis ce que tu penses, bah, tu fais partie du top 1% des meilleurs vendeurs. Complètement. Et est-ce que tu penses aussi qu'un point 3, ce serait être convaincu? Parce que quand tu es convaincu, tu es convaincant? Ah ouais, ça évidemment, il y a pas de débat. Enfin, ça pour moi, c'est même un sujet qui devrait plus être débattu, quoi. Enfin, je veux dire, si tu pas convaincu de ton produit, prends pas l'appel de vente, ça sert à rien. Ouais, mais quand tu as une équipe de closers, du coup, là, je parle pour les gens qui scale. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de closers. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un closer qui est vraiment convaincu par ton produit parce que il est convaincu par ton produit, mais c'est pas lui qui l'a créé non plus, tu vois? Donc comment tu fais ça? Bah, tu prends beaucoup de volume, tu prends beaucoup de enfin, tu fais beaucoup de recrutement. En fait, moi, voilà comment je fonctionnais. À l'époque, on n'était pas connus, on n'avait pas tout ça et tout. Moi, je prenais des gens sur LinkedIn que je scrapais, donc des sales, je les mettais sur alors, je parle de ça, c'était en 2020, tu vois? Donc c'est à la fois pas vieux, mais à la fois vieux en réalité pour notre marché. Et c'est un temps où le closing, ça voulait, enfin les gens ne savaient n'avaient aucune idée de ce que signifie le closing en France, tu vois. Et on arrivait, je mettais du coup 100 personnes sur un Meet, sur un Google Meet, et je disais bon voilà les gars, c'est pas compliqué. Je vous donne 2 vérités absolues que je vais vous offrir, et ce sont 2 garanties de résultats. La première, c'est que vous allez en chier comme vous en avez jamais chié dans votre vie en travaillant avec moi. C'est une première promesse que je vous fais. Promesse numéro 2, vous allez gagner de l'oseille comme vous n'en avez jamais gagné dans votre vie. Donc là, ce que je vais faire, je vais me barrer pendant 5 minutes. Tous ceux qui sont pas prêts à signer ce contrat, presque avec leur temps, quoi, vous cliquez sur le bouton rouge, vous vous barrez. Quand je reviens dans 5 minutes, je veux que les tueurs. Après, je vous parlerai des règles et vous allez comprendre. Donc je me barre, je Et alors, il y a reviens. combien de gens qui restent? Ouais. Je sais pas, il en reste 30. Et par contre, les 30, c'est bon, ben les gars, c'est pas compliqué. Avec moi, c'est kick-off tous les matins, 6h du mat. Du lundi au lundi. Et les gens ne croient pas, mais je peux faire témoigner des centaines de personnes qui m'ont eu pendant des semaines et des semaines, 6h du mat, lundi, dimanche, tous les jours de la putain de semaine. Noël, tout ça, j'en ai rien à. Tu viens. Et quand ils venaient pas, ils sautaient. Tu sautes. Je te vire. Et tu sais quoi, je le fais avec un grand sourire et sans aucune attache. Je suis heureux de te virer.
parce que je ne me désalignerai pas. Et que s'il y a bien un endroit dans lequel tu peux avoir de maillon faible, c'est bien dans une équipe de vente. Ouais, ça, c'est hyper intéressant que tu parles d'alignement, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désalignent, malheureusement, parce qu'ils veulent plaire au marché, ils veulent plaire en fait, ils veulent closer ou ils veulent, tu vois, avoir, je sais pas moi, un closer dans leur équipe et puis ils se disent, ah bah vas-y, je vais fermer ma gueule pour qu'il reste. Comment tu fais, toi, pour garder ce côté no way, je suis comme ça et je reste comme ça? C'est ça des conseils pour les gens qui nous écoutent, parce que souvent, je vois beaucoup de gens qui se désalignent. Désaligne-toi et regarde à quel point ça te coûte cher. Quand tu seras en burn-out, tu comprendras que rien fonctionne, que tu seras au bord du gouffre. Tu te diras: «OK, peut-être que c'est le temps pour moi d'être moi-même, en fait». C'est tout, tu vois? Faut que je revienne à moi, quoi. Ouais et rappelez-vous que les gens sont enfin, en fait, si vous voulez lancer une boîte qui fonctionne, vous devez passer un contrat avec vous-même sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous en savez rien. Tu peux pas être désaligné pendant 15 ans. Tu peux mentir pendant quelques semaines, quelques mois, mais un mensonge au bout de 5 mois, 1 an, ça devient lourd, en fait, un mensonge, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Donc le mieux que tu as à faire, c'est de pas mentir dès le début, en fait. Comme ça, au moins, il y a pas de galère dans 6 mois de: «Ah putain, j'ai menti, bon, je dois commencer à sortir de ce mensonge et tout». Non, sois toi-même, ma poule. Sois toi-même, kiffe, mets du smile, mets de l'énergie, dis ce que tu penses et ceux à qui tu plais resteront avec toi et par contre, ceux à qui tu plais vraiment, enfin, je veux dire, quand tu prends des gars sur une équipe de vente et que tu les prends tous les jours, dimanche, lundi y compris, à 6 heures du mat, heure française, ils sont prêts à mourir pour toi. Parce que en fait, tu leur apportes un degré d'amour, un degré de friction qu'ils ont vu nulle part, dans aucune boîte. Et les mecs, ils disent: «Attends, le gars, il est CEO de la boîte, il pourrait arrêter de travailler et tout. Il est là à 6 du bar tous les matins à prendre nos questions, à faire du roleplay avec nous. Des fois, il fait nuit, il est là», tu vois? Ça me rappelle beaucoup l'armée, parce qu'en Suisse, on a l'armée obligatoire et c'est exactement comme ça, en fait. Tu suis ton commandant jusqu'au bout et en fait, c'est parce que lui, il vient aussi dans les tranchées. Alors les tranchées entre guillemets, parce qu'en Suisse, on n'a pas de guerre, mais tu comprends l'idée. Et en gros, parce que le mec vient avec toi dans les tranchées, qui se lève alors qu'il n'aurait pas à le faire, qui fait les exercices avec toi, qu'il en fait même plus que toi, du coup, ça donne ce côté où on a envie de se battre pour lui et comme tu l'as dit, mourir avec lui, en fait. Ouais, c'est tout et ça, c'est trop fort. Il te faut pas, des milliers de vendeurs, hein. Le jour où tu as une équipe de 5 gars avec toi autour qui sont prêts à mourir pour toi, tu gagnes, très, 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 très bien ta vie, tu vois? Ouais, complètement, complètement. Et aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, mais j'ai fait mes devoirs, n'est-ce pas? J'ai vu comme quoi tu gérais aujourd'hui une équipe de 900 closers, c'est juste? On est 1 300 actifs. 1 300 actifs. Bon, ma première question, c'est premièrement, comment tu fais pour pas péter un boulon à gérer autant de gens? Et la deuxième, c'est comment tu reconnais un bon closer, genre tout de suite, quoi, les premières secondes, tu sais si c'est un bon closer ou pas? Comment je pète pas un câble? Bah, c'est plus moi qui les gère. C'est comme ça. Donc effectivement, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une super équipe. S'ils passent là, je leur fais un gros bisou, mais tous les managers, tous les mentors, tous les coachs, head of sales, consultants qui sont là au quotidien et qui gèrent ces équipes. Nous, ce qui nous a fait aussi scale, c'est qu'on a créé un outil il y a 3 ans en interne, qui est pas commercialisé. C'est un outil, qui a été, développé pour, notre entreprise, qui nous permet pour la faire simple, on est passé d'un ratio, 1 pour 10. En gros, normalement, il te faut un manager pour une dizaine, de vendeurs, à un ratio quasi 1%. Et en fait, ça, c'est possible grâce à la tech. Grâce au fait que tu as besoin d'un manager pour gérer 100 vendeurs et ça se passe très bien parce que tout est automatisé, parce que les limites sont automatisées, parce que blabli blabla. Comment est-ce que je reconnais un bon vendeur d'entrée? Je peux pas reconnaître un bon vendeur d'entrée, malheureusement. En fait, je peux lire des tendances. Je peux avoir une personne qui est à l'aise socialement, une personne qui a l'air d'être hargneuse, une personne qui a l'air d'être motivée. Mais j'ai eu tellement de désillusions. J'ai eu des personnes en qui j'aurais pas mis un j'aurais rien mis, tu vois? Et qui se révèlent du jour au lendemain. Un jour, ils se lèvent, ils ont plus la dalle, ils travaillent plus que les autres. Mais je te parle même de personnes, qui avaient des accents. Tu sais, les accents en France, c'est dur, tu vois? Qui avaient des accents un peu durs, personnes qui avaient du mal à parler. Encore une fois, moi, j'ai été bègue jusqu'à mes 13 ans, tu vois? Jusqu'à 13 14 ans, je bégayais, je pouvais pas aligner une phrase. Donc en fait, je me dis tout le temps: «Qui aurait misé sur moi?» Tu vois? Personne. Donc si personne aurait misé sur moi et que j'ai réussi à être un bon vendeur, ça signifie que je dis: «Anyone can sell», n'importe qui peut vendre. Chez nous, on a eu tout. Moi, j'ai des personnes qui ont fait de la prison chez Closer, des personnes qui ont coulé des boîtes, des personnes qui ont tout gagné, tout perdu, des personnes qui ont tout perdu, tout gagné, puis tout perdu. Il y a des mamans au foyer avec 3 enfants à charge chez Closer, tu vois? Le doyen, il a 73 ans chez Closers et il fait 8 000 € par mois.
Le plus jeune, il a 10, enfin, tu vois? Donc on est dans un délire où moi, j'ai toujours voulu créer une boîte dans laquelle, le jour où tu passes la porte, tout ton passé s'efface Ouais. et tu as le droit, avec ton travail, de recréer une identité. Donc en fait, même ontologiquement, je ne m'autorise pas à essayer de savoir qui va être bon ou pas. Je me dis: «Ils sont là, ils se rachètent une chance, à eux de faire leurs preuves». Trop bien, ça me plaît, je trouve ça beau vraiment, je trouve ça trop chouette. Et imaginons là, étude de cas, il y a quelqu'un qui veut scaler, donc un infoprenariat qui veut scaler à 50, 100 000 euros par mois. C'est quoi un peu que tu recommandes? Donc, venir chez vous, j'imagine. Combien de closers? Quel profil? Comment ça se passe un peu? Donc si tu es en dessous de 100 K par mois, enfin si tu es en dessous de 50 K par mois, bah, 40, ouais, entre 30 et 50 K par mois, la seule personne qui doit répondre tes appels de vente, c'est toi et personne d'autre. Donc ça, déjà, arrêtez. Arrêtez de croire que quand vous êtes à 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est le moment de déléguer. Genre, réveillez-vous. Si vous avez une offre à, je sais pas, c'est quoi la moyenne c'est quoi? C'est 3 000 € des gens qui sont dans ton audience, ils ont des offres à combien en moyenne? Plutôt 3 000, 5 000, 9 000 euros, ouais. OK, bon, bah, disons même 3 000 €, on prend, le plus bas, tu vois? 3 000 €, faire 30 000 par mois, ça fait 10 closings. 10 fois 3, ça fait 30 000. Il y a aucune raison pour toi de commencer à te prendre la tête avec du recrutement, du management, de la stratégie, du process, tutti quanti, avant de faire 30, 40 ou 50 000 € par mois. Donc déjà, voilà, pour les gens qui pensent qu'à 20 000 €, ils doivent commencer à recruter une équipe de 150 vendeurs, genre rendormez-vous, prenez vos appels. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous recrutez tout de suite, le problème, c'est même pas que c'est pas nécessaire, c'est qu'en fait, vous allez perdre du temps. En fait, là, si vous êtes à 20 000 € par mois, avec une offre à 3 000 €, vous êtes très mauvais en vente. Très mauvais. C'est pas grave, c'est OK, c'est comme ça, tout le monde est très mauvais un jour, j'ai été très mauvais, moi aussi, donc tout le monde passe par là. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'au moment où tu vas recruter, quand tu es à 20 000 €, tu vas pas pouvoir recruter un vendeur plus un manager. Et même si tu recrutes un manager, il va falloir t'expliquer au manager comment ça fonctionne. Il y a aucun manager qui arrive et qui comprend directement le produit, il faut lui expliquer les choses. Donc, moi, ce que je dis, c'est soit tu fais l'effort de monter tout seul à 40, 50, 60 pendant plusieurs mois, comprendre ton produit, comprendre ton marché, recréer tes scripts de vente, comprendre en fait la vente, jusqu'au jour où tu as assez de compétences pour pouvoir déléguer et ramener quelqu'un qui, lui, tu vas pouvoir le gérer et le driver. Là, ça surperforme quand tu fais ça. Ou alors, option numéro 2, au lieu de faire cette erreur de prendre une société qui va te mettre un vendeur, s'il te plaît, ne fais pas ça quand tu es en dessous de 30 K par mois, ça sert à rien. Prends une boîte qui va te consulter. Alors, je sais que dans le mindset français, c'est relou de payer de l'argent, là. Ouais, alors vous avez quoi? Vous avez un frais d'entrée, là, setup fee, alright. Ben, vas-y, payez pas vos setup fees et bouffez des pâtes jusqu'à la fin de votre vie, enfin, tu vois. Mais en fait, il y a d'un moment, faut faire les choses qui doivent être faites au moment où ça doit être fait. Donc, si tu es à 20 K, tu convertis pas bien, au lieu de prendre un closer que tu vas prendre pendant 2 mois, qui dans 2 mois va turnover, tu vas repartir à zéro, tu as rien compris, tu perds du temps. Ouais, parce que tu sauras pas comment le manager, tu sauras pas comment l'aider à vendre ton offre, c'est toi, tu sais pas la vendre. Tu ne sais pas ce qu'il fait pas, tu vois? Tu ne sais pas ce qu'il fait pas bien et ce qui fait que ça fonctionne pas. Donc, prends une entreprise, nous, on est une boîte de consulting, tu vas prendre une boîte de consulting qui est bonne dans son marché. Ça va te coûter 3 000, 4 000 € par mois. Elle va te prendre sur un trimestre, sauf que sur un trimestre, tu auras un script de vente ultra fonctionnel, un process de recrutement ultra fonctionnel, un process de management ultra fonctionnel et toi, au lieu de prendre 12 mois à savoir vendre, bah, tu auras pris 3 mois à savoir vendre. Et là, tu es dans une bonne situation pour commencer à recruter un vendeur et scale ta boîte. Ouais, et là, c'est jusqu'à 50 K. Et à partir de 50 K, justement, tu peux commencer à 50, 60 K, tu peux commencer à recruter. Tu peux commencer à avoir un mec qu'au début tu gères toi en one-to-one, que tu prends tous les jours au téléphone, avec qui tu fais des retours. Parce qu'en fait, évidemment qu'il y a un sujet de compétitivité sur le marché, il faut qu'il soit bon, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes sur le marché qui recherchent des vendeurs. Il y a très peu de bons vendeurs pour en fait très peu de bonnes entreprises. Donc au final, tu vois. Mais du coup, le problème, c'est que vous allez recruter des vendeurs et en fait, un vendeur qui est même pas très compétitif, dans la mesure où il tombe vraiment amoureux de ton produit, amoureux de ta boîte et qu'il a envie de travailler avec toi, il peut devenir bon sur quelques mois, quelques années. Et croyez-moi sur parole, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que vous gagnerez beaucoup plus d'argent à prendre quelqu'un de pas bon, mais enfin nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. On dit, on peut donner des compétences à des mecs qui ont de l'énergie, on peut pas faire l'inverse. On peut pas donner de l'énergie à des mecs qui ont des compétences. Ça, moi, je sais pas faire. Donc vous avez tout intérêt à prendre des gens qui ont de l'énergie, qui vous aiment, qui aiment votre produit, qui veulent travailler avec vous sincèrement sur long terme. Et ces gens-là, prendre
quelques mois, perdre de l'argent sur quelques mois, vous allez perdre de l'argent. Faut être OK avec ça. Vous allez passer peut-être de 50 000 à 35 000 ou 40 000, mais vous allez former quelqu'un qui va peut-être batailler avec vous pendant les 5 prochaines années. Et ça a de la valeur. Ouais, complètement. Pour éviter le turnover, perdre du temps, etc. Et après, donc, quand tu scales à 100K par mois, là, tu as ton équipe, tu as quoi? Tu as 3 closers, j'imagine, à 100%, 3-4 closers. Ouais, ça peut être moins que ça dépend de ton offre. Je connais des gens qui sont à 100K par mois avec, 2 vendeurs, avec même, peut-être même des fois moins. Donc après ça dépend de ta strat. Est-ce que tu mets du setting, du closing, que du closing? Quelle est, la taille de ton offre? Est-ce que c'est que de l'organique? Est-ce que tu payes du trafic? Bon là après ça commence à être des sujets d'entreprise et de scaling de boîte. Enfin, en fait, de 0 à 100K par mois, c'est même pas du scaling de boîte pour moi. Enfin, dans la mesure où tu as du high ticket, où tu as un produit entre 2 000 et 10 000 €. Entre 0 et 100K, c'est même pas du scaling en tant que tel, parce que tu pas de problématique de scale, en réalité. C'est juste que tu pas assez bon, tu vois? Quand tu arrives à 100K par mois, tu commences à avoir des problématiques de scale. Tu commences à devoir faire beaucoup plus de contenu pour attirer du monde. Si tu shootes des ads, mais tu peux commencer à avoir des CPL qui augmentent parce que tu dépenses un peu trop ou que tu es en train de trop scale d'un coup. Là, tu peux commencer à avoir des problèmes intéressants d'entreprise. Mais en dessous de 100K par mois, c'est un tout droit, faut serrer les dents, mettre du jus, prendre des calls, closer et that's it, tu vois? Et comment tu gardes une équipe, de closers motivés? Parce que c'est un métier où quand même, ils sont quand même en pression constante. Comment tu fais pour garder ce côté culture de performance et pas créer de la peur? Écoute, moi, j'ai jamais été apeuré par la peur. Je pense que la peur, elle fait partie du job. Je pense que c'est OK. Nous, on essaye de les chouchouter au maximum. Enfin, moi, alors, ce qui fait qu'ils restent chez moi, c'est parce qu'ils ont une qualité et une simplicité de vie qu'ils ont nulle part ailleurs, tu vois? Moi, j'ai des vendeurs qui littéralement cliquent sur affaire suivante et ils ont un call à prendre. Personne ne fait ça. Et encore une fois, je connais tous les closers du marché, je reçois des messages tous les jours, des performeurs, des agents soi-disant et tout. Ils savent pas travailler. Mais encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est le marché qui veut ça. Le marché est tellement permissif qu'ils ont pas besoin d'être bons, en fait. Et moi, quand je compare ce qui est fait sur un challenge aujourd'hui, en fait, il y a un mec qui appelle: «Ouais, j'ai besoin de closer pour un challenge», puis le mec, il dit: «Ah bah ouais, vas-y, c'est bon, je te le prends en charge». Et ce gars-là appelle d'autres gars: «Ah frérot, tu des closers à me f». C'est drôle, en fait. Ça en devient drôle, tu vois? Et les tableaux, c'est à la mano, c'est des CRM qui sont plug en 2-2, enfin, c'est carnage total. Que quand nous, on arrive et on dit: «On a 1 500 vendeurs, on peut traiter 100 de ton volume». Tu as obtenu 30 000 inscrits, on peut rappeler les 30 000 personnes en setting. Tout est millimétré, en fait. C'est une montre, le truc. Les gens comprennent tout de suite qu'il y a même pas de débat ou de combativité. Et en fait, pour un vendeur, parce que ta question, c'était: «Comment est-ce que tu les gardes motivés?» Donne-leur envie de rester avec toi, tu vois? Et nous, ça y est, genre, ils ont compris. Ils ont compris que en termes de vente, tu peux me ramener tout le monde en France en termes de vente. Je le dis comme ça, haut et fort, il y en a pas un qui me challenge. Il y en a pas un qui m'a déjà dit, alors qu'il pourrait, tu vois? On est un peu, le gros poisson à tuer sur le marché. Donc il y a plein qui pourraient dire: «Vas-y, je mets genre un appel, Alexis, tu sais pas vendre, viens avec moi en one to one sur Instagram, on fait un live, on prouve à tout le monde que tu es une merguez». J'ai jamais reçu, je vous promets, j'attends que ça. Peu importe qui vous êtes, closer en France, mettez-moi un message, on se met sur un live Instagram et on compte des objections. Et vous allez voir, vous êtes moins bon que moi. Parce que je travaille trop pour pas être bon, en fait. Je travaille 100 fois plus que vous. Ça depuis 5 ans, on a 1 500 vendeurs, on fait ça tous les jours, des heures et tout le temps. Donc on est imbattable. Et en fait, quand tu as des gens dans ta boîte qui comprennent que tu es imbattable, ils ont aucune raison de partir à l'extérieur. Nous, les gens qui sont chez nous, et tu peux aller voir les interviews qu'on fait, les événements, en physique qu'on fait, les gens, ils pleurent dans la salle. Parce qu'ils sont portés par le truc et ils sont là pour tout arracher, tu vois? Et ils savent qu'on est imbattable. Mmh. Et comment tu fais justement pour onboarder? Enfin, tu recommandes d'onboarder comment un closer? Est-ce que direct, il arrive et tu lui donnes des appels? Est-ce que comment il gère un petit peu pour que ça se passe bien et qu'il te fasse pas trop descendre ton chiffre d'affaires au départ, même si on sait que c'est le jeu? Bah, ça dépend si c'est ton premier vendeur ou ton 10e vendeur déjà pour commencer, mais là, il faut juste faire preuve de bon sens, tu vois? Un vendeur doit rentrer, doit avoir un système d'onboarding où il y a une partie formation, où il doit comprendre ton produit, comprendre ton entreprise, te comprendre toi dans la mesure où c'est un personal brand, parce qu'il faut qu'il vende du coup aussi ton histoire. Puis après, tu dois fonctionner souvent avec un système de challenge ou en tout cas lui expliquer que sur une première semaine, il va avoir X appels par jour, qu'à la fin de la semaine, on va calculer ses résultats, qu'on va voir dans quelle mesure c'est au-dessus, en dessous et qu'on va essayer de le faire avancer. Après, moi, ce que je conseille sur les premières semaines d'un onboarding sales, c'est d'avoir des feedback loops qui sont ultra, ultra serrés. Donc prenez-le en call tous les jours, en fait. Tous les jours, soyez là, récupérez ses feedbacks, réécoutez ses appels avec lui, faites du roleplay,
tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au jour où il arrive à niveau. Ouais. Mais il peut toucher un appel, il peut prendre des appels assez rapidement. Du coup, pas obligé d'attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. En fait, avant que tu reçoives un appel enregistré, tu peux pas réellement, précisément estimer le niveau de ton vendeur. Donc pour moi, il faut qu'il prenne un appel le plus rapidement possible. Sauf s'il te dit: «Bon, je suis pas bon, j'ai besoin de formation, mais je te fais un deal intéressant», tu vois? Là, dans ce cas-là, OK, formez-le, prenez votre temps. Mais dans la mesure où il vient en mode: «Je suis un vendeur, je sais vendre, je suis là», enfin toi, tu peux l'onboarder et le faire commencer tout de suite. Dans ce cas-là, je vous conseille vivement de lui faire prendre un appel le plus vite possible parce que c'est votre seule possibilité d'arriver à réellement estimer son niveau de compétence. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. L'action, c'est là où tu vas voir, en fait, parce que les gens, ils sont très bons en théorie et après en pratique, ils sont nuls, quoi. Ou en tout cas, il y avait un truc qui matchait pas et tu peux te rendre compte immédiatement, ah oui, ça match ou ça, il va falloir retravailler ça. Je trouve intéressant parce que tu parles vraiment souvent d'énergie. Comment t'entends quoi par énergie exactement? Donc j'ai compris ce que tu me disais tout à l'heure, mais est-ce que par exemple, ça veut dire quelqu'un qui est un peu mou, ça veut dire qu'il a pas la bonne énergie? Ou au contraire, est-ce que quelqu'un peut être très, tu vois, calme, mais avoir quand même la bonne énergie? Comment tu décrirais ça? Bon, c'est pas un mec que je porte forcément dans mon cœur, mais s'il y a bien un truc sur lequel Jordan Belfort avait pas totalement tort, je crois, c'est ce fameux triptyque qu'il partage. Donc, you need to sound like an expert. You doesn't have to be an expert, but you need to sound like, at least. Donc, quand les gens t'entendent, t'écoutent, tu dois sonner comme un expert. Point numéro 2, sharp as a tack. Donc, faut être sharp, faut être percutant, découpant. Point numéro 3, enthusiastic as hell. Donc, faut être putain d'enthousiaste. C'est un triptyque de la posture qu'il devait avoir pour vendre. Et sur ce point-là, bah, je crois que je suis assez d'accord avec lui. Ouais, complètement. Et est-ce que tu as un truc, un tips comme, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, le fait de faire payer la personne pendant l'appel qui fait exploser justement le taux de conversion? Un autre, tips? Moi, c'est pas soit oui, soit non. Moi, c'est soit un paiement, soit une réaction archétypale. Il y a rien entre les 2. C'est-à-dire que moi, une personne peut me dire non, je vais dire: «OK, qu'est-ce qui fait que tu me dises pas oui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me dises oui? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu navigues depuis ce non vers ce oui?» En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que le non, c'est le début de la vente et que d'ailleurs, les gens qui ont peur qui sont des vendeurs ici, qui vendent, qui ont peur du non, bah, désolé de vous le dire, mais vous êtes pas des vendeurs, vous êtes des caissiers. Tout ce qui se passe avant le non, c'est de l'encaissement. Tout ce qui se passe après le non, c'est de la vente. Donc si vous avez peur des objections, si vous avez peur du non, vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des caissiers. Voilà, déjà, c'est bien de le réaliser. Ensuite, une fois que la partie objection, la partie non commence, là, il y a ceux qui vont abandonner vite, qui du coup sont des caissiers qui ont essayé mais qui ont vite abandonné. Et il y a ceux qui vont pas abandonner jusqu'au bout. Et moi, je suis déjà arrivé à un moment, les mecs, ils me disent non, bah écoute, je passerai pas à l'action, là, c'est trop dur. Je veux le faire, mais c'est trop dur pour moi. Non, donc je vais pas le faire. Et je leur dis, bah écoute, c'est pas compliqué. Moi, tu as 2 options. C'est soit tu passes à l'action avec moi, tu le fais parce que tu sais que c'est important pour toi, soit tu raccroches. Le bouton rouge, il est en bas. Mais moi, je raccrocherai pas parce que moi, je vais pas t'abandonner. Donc, si tu veux raccrocher, fais-le. Personne ne va te retenir. Il y a pas mon ange gardien qui va apparaître à côté de toi et qui va te retenir la main pour que tu raccroches. Par contre, ne me demande pas à moi de raccrocher parce que si moi je raccroche, ça veut dire que je t'abandonne. Et si je t'abandonne, c'est moi qui me désaligne. Et ça, c'est pas possible. Donc, à toi de voir. Soit on fait cet effort de le faire parce que tu sais que c'est important pour toi et on passe à l'action tout de suite maintenant, soit t'abandonnes et tu raccroches. Les 2 me vont. Mais me demande pas à moi de prendre une décision à ta place. Ça, là, ce que je viens de dire, personne ne le fait en France. Personne. Non, personne, ouais. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, en fait, shifter l'angle de: «Je pense que je suis en train de convaincre parce que je veux vendre» à exactement l'inverse qui est: «Non, je suis pas en train d'essayer de lui refourguer un truc, je suis en train de l'aider à lui prendre la meilleure décision pour lui». Ouais, et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent dans la vente. Ouais. Et quand tu es convaincu de ça, les gens te balancent l'argent à la tronche. Mais pas parce que tu es meilleur, c'est juste parce que t'abandonnes pas. Alors oui, bon, il y a des phrases que je connais, des questions que j'ai travaillées et tout, OK, d'accord. Mais en fait, même s'il n'y avait pas ça, le simple fait de ne pas abandonner, ça te met déjà à genre 10 longueurs d'avance par rapport à la concurrence. C'est ça, la réalité, juste le fait de ne pas abandonner. Ouais, franchement, je suis trop contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Je trouve passionnant ce que vous faites avec ton associé. Franchement, bravo. Ça me fait plaisir de voir sur le marché français des personnes qui sont autant impliquées et qui ont des vraies compétences. Et franchement, ça fait du bien. Merci, c'est cool. Bah, ça tue, Amandine, merci beaucoup de l'invitation, j'ai kiffé. Merci beaucoup, trop chouette. Continuez comme ça. Here we go!